Merci d'être avec nous. Merci Catherine. Quelle belle présentation. Alors 20 ans de carrière, hein, Oui. et c'est la première fois que vous remettez le paquet selon votre expression. Oui. C'est-à-dire que vous rejouez des sketchs plus anciens que le public vous réclamait. Pourquoi avoir Parce que j'ai fait 8 spectacles en 20 ans, ça fait à peu près 120, 130 sketchs, et tous les soirs, les gens me disaient « Pourquoi tu nous refais pas ça, qu'on aimait tant et tout ?» Et je disais « Non, monsieur, dame, que du neuf, que du neuf. » Et là, eh bien, je me suis offert ce plaisir, j'ai pris 7 petites perles, il a fallu que je me décide pour trouver mon 7 majeur, et ensuite, le miracle, c'est que je me suis rendu compte que ça aurait été ridicule de faire un sketch, un noir. Donc je me suis mis à trouver du liant. En réalité, ces 7 sketchs ne représentent plus que 35% du spectacle. Et au travers de tout ça, j'en profite, vous avez parlé de mon livre tout à l'heure, j'ai un copain metteur en scène, j'étais pas chaud pour me faire mettre en scène, mais j'ai dit, dis-moi voir si t'as une idée. Il me dit, tu devrais nous raconter en même temps ta vie depuis ta naissance. Et ça colle parfaitement bien. Le traumatisme de la naissance, je parle de ma naissance, je parle de mon adolescence, ensuite de ma première expérience sexuelle, pourquoi je suis arrivé à Paris qu'à 30 ans. Tout le monde me dit, mais pourquoi t'es pas venu à 20 ans? Parce que j'étais pas prêt. Et je me rends compte en faisant ce spectacle que c'est là que j'ai engrangé, mes 8 spectacles sont dans ces 30 premières années. Je suis arrivé un peu tard, mais c'est ce qui a fait que j'avais beaucoup de produits. Donc, ça fait un deuxième fil conducteur. Je raconte un peu ma vie. Et le troisième fil conducteur, c'est que je parle des choses qui nous embêtent. Je me fais le pourfendeur des lois liberticides et je me fais le défenseur de nos petits moments de bonheur dans les lieux de détente, qui réduisent comme ça comme une peau de chagrin. Alors ça amuse énormément les gens. Je hurle sur l'idée que avant on pouvait faire 3 trucs en même temps, on pouvait fumer, boire et rigoler très fort avec les copains. Je hurle maintenant, fini, terminé les 3, plus droit qu'à 2. Si tu veux fumer et boire, tu vas sur le trottoir. Et ça fait rire beaucoup les gens parce que je parle de tous les petits travers de ça. Je dis qu'on embête énormément les voisins qui nous entendent évidemment parler parce que maintenant on est dehors et qu'on nuit au bien-être des gens. Et puis après, évidemment, je fais vraiment en sorte que le serpent se morde la queue dans tous les sens. Et ça, c'est mon troisième fil conducteur. J'en ai un quatrième. Je chante le marasme. Il dit, comme c'est la crise, je chante la crise. La NPE. La NPE, c'est le chômage qui démarre. Voici venu le temps des licenciements. Je fais ça net, je m'arrête net, c'est complètement fou. Et les gens adorent ça. Je me régale à faire ce spectacle. Justement, vous parlez de marasme, vous parlez aussi de loi liberticide, mais paraît-il, vous qui avez soutenu Sarkozy, oui, vous êtes un contribuable modèle à l'heure où on parle beaucoup d'évasion fiscale, notamment avec la Suisse, le secret bancaire. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes un contribuable modèle? Vous estimez que cet argent doit revenir? Eh bien, moi, quand j'ai un contrôle fiscal, moi, le dernier que j'ai eu, j'ai rencontré un type très important qui s'occupait de toute l'Île-de-France. Il m'a dit « Bonjour, monsieur Bigard, respect ». Il m'a dit « Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé comment monsieur Bigard contribuait. J'ai regardé le chiffre et j'ai dit « Monsieur Bigard contribue ». Franchement, bravo. Et il m'a félicité et j'ai bu un coup avec lui. Et c'était formidable parce que d'abord je pense que c'est très utile de payer ses impôts. J'en veux à certains de mes collègues qui se barrent un petit peu à droite à gauche justement pour essayer d'échapper à l'impôt. Je paye joyeusement mes impôts même si parfois c'est un peu dur. On a une liste de noms là, des banques suisses et puis... On vous trouvera pas. Non. On va revenir alors sur votre parcours humoristique cette fois-ci avec ce sujet qui a été préparé par Katia S. D'accord. Un coup, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Et tout d'un coup, il me fait ça sent mauvais, c'est toi qui as pété? J'ai dit, on est que 2. La grossièreté, c'est sa marque de fabrique. Et ça plaît. Jean-Marie Bigard est le seul humoriste à remplir le Stade de France. 50 000 spectateurs. Une sacrée revanche pour celui qui connut des débuts difficiles. C'est à 31 ans, après avoir été barman, handballeur et prof de sport, que Bigard se lance dans l'humour. Stage de survie, vous savez que ça revient plein à la mode. Oui, c'est bon, ça. La classe, émission des années 90, le révélera au grand public. Tiens, Michel, par exemple, à tes pieds, tu as des pissenlits, tu les ramasses, c'est très bon, Michel. Hein? Tu viens de pisser dessus. Tu le fais exprès, Michel. Incontournable, l'humoriste est partout. Sur les planches, il joue Molière ou Marcel Aimé avec plus ou moins de succès.
Au cinéma, à la télévision, il incarne Dirlo, Truand et autres. Scénariste de BD, chanteur, là aussi, la vulgarité est de mise. Un poil de cul sur ma savonnette et ça pollue toute ma planète. Mais Bigard est aussi là où on ne l'attend pas avec Sarkozy chez le pape. Donc j'étais très ému dans la même journée d'être avec le président et avec le Saint-Père. Ou alors lorsqu'il défend la thèse du complot sur le 11 septembre, jusqu'à en faire des sketchs. 1 à 9. Chaque ligne, chaque colonne, chaque carré. D'accord? Allez-y, il manque que 4 carrés, hein, quand même. Dans un pote, tu dis, tiens, la semaine dernière, je suis allé à l'enterrement de machin. Régulièrement, on te répond, ah bon, il est mort? Ah moi, je dis non, au début, on voulait l'enterrer vivant, mais il n'était pas tellement partant, donc effectivement, on a attendu qu'il soit mort. Connard! Bigard, comme il le dit, rit pour ne pas mourir, fait rire pour être aimé. Arrêtez, vous allez me faire pleurer, ça. Et maintenant, même... Alors cet humour en dessous de la ceinture est assumé, mais est-ce vraiment un choix? Lorsque vous êtes arrivé dans le paysage humoristique, vous avez dit il ne reste plus que ça finalement, l'humour un peu vulgaire. Oui, c'est-à-dire que moi ce que j'adore, c'est faire rire avec nos défauts et avec les miens en premier, parce que c'est ce qui est le plus drôle. Hein. Le bonheur ne fait pas rire, le bonheur fait pleurer. Quand ils s'embrassent les amants à la fin du film, tout le monde est en larmes ça fait pleurer de joie. Et ce qui fait rire, justement, c'est plutôt les défauts, c'est plutôt les travers, c'est plutôt les malheurs. Et donc moi je trouve qu'on est à égalité, on est tous à égalité quand on est tout nu. Je trouve que sous la douche, on se retrouve tous, quand on a pu une cravate, un machin et tout, on se retrouve des êtres humains faits de chair et d'os. Alors souvent on me dit, t'es dans le slip en permanence. Je dis ouais, mais si je fais un spectacle sur le coude, par exemple, ça va pas faire rire. Et donc, toute notre petite intimité qu'on cache et tous nos petits travers, tous nos petits défauts, les gens se régalent. Et c'est vrai que il y a très longtemps, j'avais dit si personne n'en veut du vulgaire, je vais le prendre. Alors ça plaît au public, ça n'a pas toujours plu aux critiques. Hein. Vous avez été méprisé, dites-vous, souvent par une certaine presse. Oui. Votre autobiographie a changé tout ça parce que tout d'un coup, on a découvert quelqu'un. Et même Libération, je crois, vous a demandé une interview. La dernière page de Libé, donc c'était totalement improbable que je fasse ça. Et tout d'un coup, on découvre, ont-ils dit, un personnage un brin plus complexe. En tout cas, ils étaient très surpris parce que c'est vrai que vous étiez très pudique. On a de la peine peut-être à le croire comme ça, mais vous aviez toujours refusé les interviews. Vous parliez très peu finalement de vous. Je crois que j'ai pas reçu de journaliste pendant une bonne quinzaine d'années. Tout ça parce que les gens venaient même pas voir le spectacle et disaient c'est un mec qui dit des gros mots sur scène. C'était presque insultant pour mon public. Et puis maintenant, je pense que tout ça est en train de passer un petit peu. Vulgaire, ça vient du vulgus latin, donné au peuple. Parmentier a vulgarisé la pomme de terre et les gens ont arrêté de crever de faim. Donc, non, j'ai un franc-parler, on est habitué à m'entendre comme ça, mais dans la vie, et des fois, quand je dîne avec des gens un peu importants, c'est très très drôle, parce que j'ai fait des traces directes dans la neige. Je m'avais montré une image du pape, je vais vous dire un petit secret. Sarkozy me présente au Saint-Père, donc, un très cher Saint-Père, et il me présente comme quelqu'un qui est un homme de Dieu, un bienfaiteur individuel français. Vous soutenez beaucoup d'associations, vous donnez beaucoup de cet argent, effectivement. Oui, il me présente vraiment bien, mais très très bien. Et tout d'un coup, le président, il s'engage en disant, vous savez, très cher Saint-Père, que cet homme a fait le Stade de France. Hein. Et alors l'autre, qui n'avait rien à foutre, vraisemblablement, il dit, oui, bien, très bien, très bien. Et là, il se lance dans une phrase, et il dit, mais c'est un homme qui fait rire les gens, mais très... Et là, j'ai vu tout le dictionnaire passer devant ses yeux, chercher le mot, très quoi? Il a dit très franchement. Et ça lui a suffi. Ça fait rigoler tous les journalistes. Et vous êtes resté plus de 4 minutes avec lui. Et ça vous convient bien, cette franchise, justement. Oui, ça me convient bien. Alors, vous êtes en Suisse, vous êtes un peu partout, hein, à Sion, à la Chaux-de-Fonds, donc à Sion le 10, à la Chaux-de-Fonds le 15, à Yverdon-les-Bains le 16, à Genève également, 3 fois cette fois-ci, Genève du 17 au 19. Jean-Marie Bigard, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil de m'avoir reçu. Au revoir.